Ils sont historiens, archéologues, politistes, géographes, sociologues et ils ont décidé de recenser tous ensemble le patrimoine de Gaza. Une grande partie a été détruite par la guerre. Un travail titanesque pour surtout ne pas oublier. Avec nous en plateau, deux d'entre eux. Anne-Marie Hédé, bonsoir. Vous êtes professeure émérite d'histoire médiévale, spécialiste du Proche-Orient à Paris. Avec nous également Sébastien Hall, cartographe et ingénieur d'études au CNRS. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau pour nous parler de cette formidable initiative. Déjà, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, à l'heure actuelle, dans quel état se trouve le patrimoine de Gaza? On le sait, il est en grande partie détruit, Anne-Marie Hédé. Dans quel état? C'est très difficile de le savoir. Comme vous le savez, les journalistes sont interdits d'entrer, les journalistes étrangers sont interdits d'entrer dans la bande de Gaza. Donc les informations nous parviennent, mais au goutte à goutte. Nous avons des informations sur certains sites. Il y a des photos qui sont publiées par les journalistes sur place. Il y a des informations, les journalistes palestiniens. Il y a des informations qui sont des informations de données satellitaires. Il y a aussi les informations des ONG ou de certains centres de recherche, mais savoir exactement l'état de certains sites, c'est assez difficile. Beaucoup sont... On a un ordre d'idée tout de même? On a une idée, oui, c'est-à-dire qu'on a, en tout cas en ce qui concerne les sites patrimoniaux, c'est quasiment les trois quarts, sinon la quasi-totalité des sites patrimoniaux qui ont été plus ou moins endommagés ou détruits complètement. On va revenir dans un instant avec vous deux sur quelques exemples vraiment précis de ces sites qui ont été détruits. Sébastien Hall, certains chercheurs évoquent même un urbicide. Alors je ne connaissais pas ce mot, d'urbicide. Vous nous rappelez un petit peu ce que c'est et pourquoi on parle d'urbicide à Gaza actuellement? Gaza, c'est un très petit territoire déjà, c'est 365 km², extrêmement peuplé, extrêmement urbanisé. Depuis le 7 octobre, donc et les événements tragiques qui ont touché Israël, donc la riposte a causé des dégâts humains et donc considérables. On est à plus de 40 000 victimes. Et en termes donc de patrimoine et de bâti, la ville a été pilonnée systématiquement, elle l'est encore. Et pas seulement les bâtiments, qu'ils soient patrimoniaux ou non, c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi donc les écoles, les logements, toute la structure viaire, donc les rues, les avenues qui sont passées au bulldozer. On a vraiment donc ce concept d'urbicide, c'est une destruction totale de l'espace urbain, de la trame urbaine. On pourrait dire que Gaza est quasiment rayé de la carte à l'heure actuelle. On peut dire que sur certains secteurs, c'est le cas. Alors c'est pas, comme l'a souligné ma collègue, c'est pas évident parce qu'on a peu de données satellitaires fines, facilement accessibles. Celle qui est utilisée pour le fond de carte sur le site internet du projet, par exemple, date de plusieurs mois avant les événements d'octobre 2023. Donc il y a une espèce de secret. Et pourquoi justement on n'a pas accès à plus de données actuelles? Je pense qu'il y a eu, il y a un certain nombre d'informations, le débat qui existait sur les réseaux sociaux, les réseaux sur Internet en général. Il y a un côté un peu confidentiel sur ce type de données, puisqu'on est sur un terrain de guerre, les opérations militaires sont en cours. Donc bien évidemment, on peut imaginer qu'on n'ait pas facilement accès à ces données en temps réel, si je puis dire, pour protéger les troupes au sol. Anne-Marie Hédé, allez-y. Oui, si je peux me permettre d'ajouter une phrase qui donne l'idée un peu de l'état de Gaza aujourd'hui. C'est une phrase qui a été prononcée par Amos Goldberg, qui est un professeur israélien à l'Université hébraïque de Jérusalem et spécialiste de la Shoah et des génocides. Et il a dit dans un entretien au Monde à la fin du mois d'octobre, il a dit ceci: ce qui se passe à Gaza est un génocide car Gaza n'existe plus. Donc je crois que cette phrase résume assez bien l'état de la bande de Gaza en général en ce moment. Anne-Marie Hédé, je le disais, vous êtes professeure émérite d'histoire. J'aimerais que vous nous le rappeliez. Gaza, c'est une vraie ville d'histoire, justement. C'est l'une des villes les plus anciennes au monde. Absolument, c'est une des cités les plus anciennes, en tout cas du Proche-Orient. Gaza, il faut le voir sur une
carte, Gaza est une étape sur la route qui va d'Égypte en Syrie. C'est une étape aussi sur la route qui part de l'Arabie et du Yémen vers la Palestine et la Syrie. Et donc ça a été un véritable carrefour d'échanges. Et de très nombreuses civilisations se sont succédées à Gaza, qui a une histoire qui remonte à près de 4000 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une succession... Là, on voit le monastère d'Hilarion, hein, c'est ça? Oui, alors ça, c'est une période plus tardive, byzantine, mais l'histoire commence au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, avec les Cananéens, ensuite les Égyptiens, puis les Philistins qui ont donné leur nom à la Palestine, puisque c'est Philistine en arabe, ensuite les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, jusqu'à l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Et par la suite, il y a encore eu des dynasties kurdes avec Saladin, des dynasties turques avec les Mamelouks au milieu du XIIIe siècle. Extrêmement riches alors. Extrêmement riches. Et jusqu'aux Ottomans, bien sûr, qui disparaissent lors de la Première Guerre mondiale et ensuite l'imposition du mandat britannique jusqu'en 1948. Donc toutes ces civilisations, avec toute leur diversité, ont laissé des traces à Gaza. Et je dois dire que personnellement, j'ai été très frappée en travaillant sur Gaza ces derniers mois de la richesse du patrimoine de Gaza. Et je voudrais juste ajouter que la destruction de ce patrimoine ne fait pas partie de dommages collatéraux. C'est une volonté manifeste, systématique, méthodique de détruire un patrimoine d'un peuple pour montrer que ce peuple n'a pas d'histoire, n'a pas de culture et n'a pas de mémoire. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la population sur place, elle se mobilise justement pour tenter de sauver ce qui est sauvable au niveau de ce patrimoine. Je vous propose justement de regarder ce sujet de Christina Moleova. C'est l'autre victime de la guerre qui oppose Israël au Hamas. Dans la bande de Gaza, des dizaines de sites historiques sont menacés quotidiennement par les bombardements. Dans les ruines du fort Kalat Barkouk, qui domine la ville de Khan Younes depuis le XIVe siècle, ces Gazaouis se mobilisent pour préserver coûte que coûte leur patrimoine. Ce lieu a été détruit et restauré plusieurs fois. La dernière fois, c'était en janvier dernier, pendant l'occupation de la ville de Khan Younes par l'armée israélienne. J'ai nettoyé cet endroit pour redonner vie au monument de Khan Younes et restaurer la gloire de ce lieu. Un travail de fourmi menacé à chaque instant de destruction par les frappes de l'armée israélienne qui mène une vaste opération militaire dans l'enclave palestinienne. Comme ces pièces anciennes ou ces armes de poing centenaires, sauvées de justesse par cet archéologue. Il y avait un musée ici, il y avait de la vie ici. Et il y avait la preuve de l'identité palestinienne à travers les antiquités, le patrimoine, les sculptures, les livres et tout ce qui prouve l'identité palestinienne. Bien sûr, le bâtiment a été brûlé et beaucoup d'antiquités ont été perdues. Mais le musée en abritait environ 2000. Une histoire que le chercheur veut raconter aussi à sa manière, en documentant la réalité des habitants de Gaza soumis au siège israélien depuis le 8 octobre 2023. Je suis un artiste qui grave sur des rochers la réalité de la Palestine et les antiquités des territoires occupés, qu'il s'agisse de mosquées, d'églises, de bâtiments ou d'anciens châteaux. Je sculpte tout cela pour être un témoin du patrimoine de la Palestine. Depuis le début du conflit, l'UNESCO a répertorié 75 sites historiques, culturels et archéologiques endommagés dans la bande de Gaza. Sébastien Hull, ça c'est le travail des habitants, des Gazaouis sur place pour sauver leur patrimoine et pour le répertorier. Comment ça se passe, vous faites des cartes, comment est-ce que vous arrivez à travailler au quotidien donc? Alors on a commencé ce projet déjà, un petit peu, juste revenir sur l'historique, en mars dernier. C'est récent donc. C'est très récent, c'est un projet qui s'est développé hors de nos cadres institutionnels respectifs. C'est le bouche à oreille entre chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens, qui amène ces cartes-là qu'on voit à l'écran. Qui a amené à constituer une équipe et à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et l'idée, ça a été de documenter tous ces sites patrimoniaux détruits et de les localiser sur une carte. Et la localisation, ce n'est pas quelque chose de si facile qu'il n'y paraît. Pour tout ce qui est sites, je dirais, très importants, des mosquées, des églises, on a une trace. On a une trace, on les trouve facilement.
par rapport à la documentation qui est disponible. Quand on a des petits sites, ce que les Palestiniens appellent des maisons archéologiques, ce qui correspond à des sortes de monuments historiques pour nous. Après, il faut les localiser dans la ville, sur ce territoire, et sans aucune information, parce qu'on n'a pas forcément d'adresse, et ça n'apparaît pas sur les données disponibles. Donc c'est tout un travail de recherche documentaire qui est fait en amont, pour créer ce qu'on appelle dans mon jargon un petit système d'information géographique. On va croiser les informations, les données disponibles pour pouvoir derrière donc, produire une carte. Donc la carte que vous avez sur le site qui est pour l'instant une carte statique et qui à terme sera une carte interactive où on pourra justement passer du point sur la carte en cliquant vers les fiches qui sont en ligne. Alors les fiches, elles sont toutes structurées un peu selon le même modèle. On a donc la localisation, la dénomination du lieu. Ensuite, on a l'historique du lieu. À chaque fois, c'est basé donc sur des travaux de recherche universitaires, récents ou moins récents, parce que c'est un territoire qui intéresse les chercheurs finalement depuis plusieurs dizaines d'années, voire même jusqu'à la fin fin 19e siècle. On a déjà des publications sur Gaza. Donc il faut le faire vivre, tout ça, tout ce front-là. Donc tout ça, il faut le faire vivre. On va à la pêche à l'information pour pouvoir justement enrichir cette base de données et créer la carte derrière. Donc c'est un travail de fourmi, qui est extrêmement long et qui est amené encore à évoluer. Alors ce qui est assez difficile pour nous, c'est que finalement les sites détruits, ils se rajoutent au fur et à mesure, puisqu'on est dans l'immédiateté de l'événement. Justement, je voulais qu'on prenne quelques exemples très concrets maintenant. On parlait de cinéma, de bibliothèques, de musées, de cimetières détruits. Mais je crois que vous aviez chacun quelques petits exemples que vous vouliez nous donner. Parmi les lieux recensés, vous, Anne-Marie Hédé, vous vouliez nous parler, il me semble, de l'ancien port de Gaza, qui est un lieu très important. Oui, il y a plusieurs sites qui sont très importants. Il y a en effet le port d'Antédon, ou Blachia, selon les termes que l'on emploie pour le désigner, qui est le premier port de Gaza et où des vestiges ont été mis à jour. Alors je voudrais dire justement qu'à partir de la fin du XXe siècle, la fin des années 90, il y a eu de très importantes fouilles qui ont été menées à Gaza par des archéologues palestiniens, souvent en collaboration avec l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, qui ont fait un travail remarquable, et je voudrais citer Jean-Baptiste Humbert en particulier et René Elter, qui ont fouillé ces sites et qui ont mis au jour, alors à Antédon, ils ont mis au jour des vestiges qui vont du 9e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque byzantine. Et donc ça, c'est dans le plus ancien port de la ville. C'est le plus ancien port de la ville, où ils ont retrouvé, pas seulement le port, mais une nécropole romaine, une nécropole byzantine, des églises, des traces de fortification, donc un site très important qui a été bombardé, et selon nos informations, il y aurait... C'est les images qu'on voit là actuellement. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, on voit les cratères. Donc ça, c'était bombardé. Ça, c'était le port avant. Alors ça, c'était le site archéologique qui est en bord de mer. Donc là, il n'y a plus rien. Et vous voyez alors je ne sais pas s'il n'y a plus rien du site archéologique, mais il y a eu une trentaine de cratères laissés par les bombes israéliennes qui ont certainement fortement endommagé ce site. Il y en a d'autres. Alors, vous avez évoqué le monastère de Saint-Hilarion. Le monastère de Saint-Hilarion, qui se trouve à une dizaine de kilomètres au sud de Gaza et qui a été inscrit au patrimoine mondial en juillet 2024 de cette année, et qui est un monastère qui a été fondé au IVe siècle de notre ère et qui a réuni la première communauté monastique de Palestine. Et là, ce site qui a été fouillé a donné des résultats tout à fait spectaculaires. Et de plus, ça a été un site qui est devenu un lieu de formation pour les Palestiniens, de formation de jeunes archéologues, de jeunes architectes. Et ces archéologues disent qu'avant les bombardements, il y avait une centaine d'élèves qui venaient visiter le site tous les jours. C'est vous dire l'attachement. Tout à l'heure, le reportage qu'on a vu montrer l'attachement des Palestiniens. Mais ça illustre bien l'importance justement qu'ils accordent à ce patrimoine. Sébastien Hall, est-ce que également la grande mosquée de Gaza qui date du 5e siècle est un des vestiges détruits incontournables selon vous? Malheureusement, oui. Alors c'est un site en plus qui a eu
une histoire qui a déjà souffert dans son histoire, puisque Gaza City, donc le Gaza historique, le centre de Gaza, avait été bombardé en 1917 par les Britanniques donc lors de la Première Guerre mondiale. Et très fortement endommagé, il ne restait plus que les murs. La grande mosquée avait souffert. Et là, je dirais, ça a été à nouveau le cas. Et tout le secteur autour, enfin, je veux dire, vraiment le cœur historique de la ville, avec des vestiges d'époque mamelouk, voire plus ancienne. La grande mosquée, elle s'appuie même sur une ancienne église byzantine. Oui, le site a une histoire très intéressante parce qu'il y avait probablement une première basilique byzantine. Déjà détruite. Alors, une première basilique byzantine avant l'arrivée des musulmans. Le monument ne date pas du 5e siècle, mais on pense qu'il y avait une première basilique qui a été soit détruite, soit réaménagée par les musulmans lorsqu'ils ont pris Gaza en 635. Cette mosquée est demeurée jusqu'à la première croisade. Les croisés qui sont arrivés en 1099 et ont pris Jérusalem, ont pris Gaza en 1100, ont détruit la mosquée, ont construit une église au XIIe siècle. Et cette église a été reprise par Saladin en 1187, lorsqu'il a repris Jérusalem, et il l'a retransformée en mosquée. Et au début du XIVe siècle, il y a eu de très importantes transformations à ce bâtiment, dont le minaret qui subsiste, qui est un minaret mamelouk, qui n'est pas le minaret d'origine, parce que, comme l'a très bien dit Sébastien, elle a été totalement détruite, mais reconstruite à l'identique en 1924. Le temps passe malheureusement très très vite. Il nous reste une minute, une grosse minute. Anne-Marie Hédé, très rapidement, en 20 secondes, le cinéma Al-Nasser, qui a été construit en 1956. C'était un des symboles de l'âge d'or du 7e art palestinien. Lui aussi, il a été détruit en quelques secondes. Tout a été détruit. Les mosquées, les madrasas, les cinémas, les bibliothèques, les fouilles archéologiques. Rien n'a été épargné. Et je voudrais juste, pour terminer, si vous permettez... En mot de conclusion. En conclusion, citer la phrase, parce qu'elle est très significative, la phrase de l'un des ministres les plus extrémistes du gouvernement de M. Netanyahou, c'est M. Smotrich, qui en mars 2023, l'année dernière, invité à Paris, disait « Le peuple palestinien est une invention de moins de 100 ans. Est-ce qu'ils ont une histoire, une culture ? Non, ils n'en ont pas. Il n'y a pas de Palestiniens. Il y a juste des Arabes. Et le projet que nous mettons en place et qui a été initié par Fabrice Virgili, directeur de recherche au CNRS, est là pour montrer que les Palestiniens ont une histoire. Sébastien, on a pareillement le mot de la conclusion, 20 secondes. Je voudrais juste savoir très rapidement, est-ce qu'on a espoir que demain ces bâtiments soient reconstruits peut-être ? C'est le but du projet, c'est de donner des informations, de voir qu'est-ce que l'on pourra faire avec ce qui reste. Et au moins de documenter ce qui a disparu. Et je voudrais juste pour finir, donc, il nous reste 5 secondes. Vous inviter au Printemps des Humanités sur le campus Condorcet, les 20, 21 et 22 mars prochains, puisqu'on abordera cette thématique à travers le monastère Saint-Hilarion dans le cadre de cet événement. Et on continuera à suivre vos projets. Merci beaucoup Anne-Marie Hédé et merci beaucoup Sébastien Holl d'avoir été sur notre plateau pour ce beau projet.